Bonsoir et bienvenue à présent à un entretien que j'effectue pour la première fois en compagnie de Jean-Charles qui a été aux premières loges par rapport à Bernard de Montréal dans le sens qu'il l'a connu là, pendant plusieurs années. Et il me fait plaisir aujourd'hui d'avoir le privilège de recueillir son témoignage en lien avec ce qu'il a vécu par rapport à Bernard de Montréal et aussi par rapport au supramental également. Et bonsoir Jean-Charles, ça va bien? Oui, ça va bien, David. Bonsoir ou bonjour à tous les auditeurs aussi. Et auditrice. Auditrices, excusez. Il n'y a aucun problème, parce qu'il y a quand même plusieurs femmes qui nous écoutent aussi. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir pour un premier échange. Et je pense que tu as plusieurs choses à nous dire en lien avec tout le cheminement personnel que tu as vécu au fil des ans à travers le supramental. Oui, oui, oui. Ben, en fait, moi, j'ai 51 ans aujourd'hui et Bon je suis... anniversaire! non, pas aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, oui, mais mon anniversaire, c'est plus tard en juin. OK, OK. C'était- une belle entrevue aujourd'hui, mais c'est ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis un des plus jeunes, 51 ans, dans la gang, là. Ça fait quand même quelques années. Moi, j'ai fait ce que Bernard appelait son séminaire en 1988. Mhm. Fait que ça m'a pris pas mal de temps à cheminer. Puis c'est sûr qu'au début, là, moi, j'avais peut-être 21 ans. Là, je n'ai pas nécessairement compris grand-chose. Là. C'est sûr qu'il y avait comme comment dire, là, certains concepts fondamentaux qu'on comprenait, là. Mais comme disait Bernard, là, par exemple, dans le début des années 2000, là, c'est pas parce que ceux qui ont fait leur séminaire dans les années 80 qui sont plus intelligents que ceux qui viennent faire leur séminaire, qui viennent juste de faire leur séminaire. C'est juste que ceux qui viennent juste de faire leur séminaire, ben, ils n'avaient pas besoin avant. C'est les autres qui devaient, là, n'avaient plus à comprendre parce qu'ils étaient plus là à comprendre. C'était comme un petit peu une touche d'humour qu'ils faisaient pour pas mettre personne sur un statut particulier, là. Fait que, Exactement, mais tu as commencé jeune, c'est-à-dire à 21 ans, à aller au séminaire, là. ouais, effectivement, il fallait même être approuvé à l'époque, là, parce que je pense que c'était 18 ans. Là. Il y en avait quelques-uns de jeunes dans la batch que j'étais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Comme tout le monde, je cherchais plein de choses dans toutes sortes de livres ésotériques, paranormal. Puis à un moment donné, c'est ça qui a fait que ça a cliqué. C'est lui que j'ai reconnu. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été au séminaire? Ben moi, je sais pas. C'était ce que je cherchais, c'était ce que je voulais. C'était une priorité dans ma vie. En fait, le rôle de Bernard, c'était ça. C'était comme sa fonction, puis dans ce temps-là, ça me parlait beaucoup. Là. C'était finalement lui, sa fonction, c'était de reconnecter la planète, tous les individus au circuit universel. Fait que ça m'avait beaucoup attiré. Puis il y Mhm. avait chacun allait chercher son message dans le séminaire. Là, moi, mon message, c'est drôle à dire, c'est assez particulier, mais la seule phrase que je me souviens du séminaire, parce que nous, on a eu un séminaire quand même assez tranquille. Je pourrais parler de d'autres choses que j'ai entendues tantôt, mais Mhm. c'est assez cru. Là. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, toi, tu vas comprendre que la vie, c'est une crise de chienne. Oh Fait boy! que c'était assez brutal, là, puis j'avais pas tout à fait compris, mais je pense que c'était le but de ça, c'était comme pour moi d'intégrer l'énergie de la déception, tu sais, puis de ne pas projeter trop dans le futur. Puis à un moment donné, Mais est-ce j'avais que dit c'était ça. possible qu'à 21 ans, tu étais plus idéaliste puis spirituel? Bah oui, c'est sûr, là, ça, on devient pas. C'est pas comme ça. On est plus spirituel que d'autres choses quand on est jeune, là, avec plein d'idéaux. Puis, Ben, c'est peut-être pour ça qu'il a voulu te confronter puis te réajuster. Parce que, tu sais, hum, moi, quand que j'étais plus jeune, j'étais plus spiritualisé aussi dans mon mouvement, tu sais.
dans le sens qu'il y avait, entre autres, le fameux film là, sur le secret, là, puis il suffit de visualiser d'être millionnaire, puis tu vas le devenir. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses dans Pensée positive que ça m'impressionnait quand j'étais plus jeune. Puis là, aujourd'hui, je me suis réajusté, là. Mais je me demandais si c'était un petit peu cet effet-là qu'il voulait créer avec la parole qu'il y a eu à ton égard. Oui, mais je t'avoue que personnellement aussi, je crois que je faisais partie de quand même. J'ai comme un pied dans la plus vieille génération, même si je ne suis pas un baby boomer. Là, ça faisait pas longtemps nécessairement que, quand que le monde des Québécois était sorti des églises. Là. On s'entend que Bernard, là, peut-être que aujourd'hui, il attirerait moins de monde, là, peut-être, là, avec le langage qu'il avait. Là. S'il revenait aujourd'hui, il y aurait probablement un langage différent qui serait peut-être moins spirituel, je ne sais pas, parce que Bernard, c'est un homme de son époque aussi. Là, culturellement, il s'adressait à une foule là, que ça faisait pas longtemps qu'il était sorti de l'Église, pas longtemps qu'il était sorti des champs. Là, c'était ça le Québec moyen à l'époque. Là. Moi, je crois. Là, peut-être qu'il y en a que je vais offenser en dire ça. Non, Bernard, c'est universel, infini, puis tout est parfait. Là. Moi, personnellement, oui, je le crois, là, mais ça allait aussi... c'est un homme de son temps. Puis même quand j'avais dit ça à Daniel Ménard, que Bernard m'avait dit ça, il m'avait répondu à joke, puis t'as-tu déjà entendu La Vie Jappée? Fait que, parce que, il m'avait retourné ça en joke, là, dire, bon, ben là, tu sais, c'est ça, là, commencera pas à en faire un cas de mon jeu puis mon histoire, là, mais c'était vraiment deux perspectives différentes de ces deux initiés-là. Oui, et puis, dans le fond, en plus d'avoir fait le séminaire, j'imagine que tu as assisté aussi à ces conférences. Bernard? Oui, ben, pas autant que j'aurais voulu, parce qu'à l'époque, là, j'avais pas nécessairement l'argent. Mais quand même, j'ai pu assister à différents États, parce que Bernard de Montréal, c'était un speaker là, de première classe. Là. C'était impressionnant, là, la densité, l'énergie qu'il pouvait mettre. Là. Des fois, là, il pouvait se mettre à pleurer pour des petites affaires de rien du tout, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité, puis ça l'affectait. Puis d'autres moments donnés, quand il arrivait, là, lui, il arrivait toujours en habit cravate. Puis, il dit, imaginez si je me serais habillé normal, vous seriez toute une gang de personnes en soutane. Là. Lui était vraiment contre la religion, fait que il s'habillait très propre, toujours, tirer 4 épingles. Puis quand il arrivait avec un papillon à place de la cravate, là, on savait que ça allait être une excellente conférence, parce qu'il était réellement là, très, très, très énergique. Là. Oh, je ne savais pas. Quand il mettait un nœud papillon, il était plus énergique qu'une cravate. Ah oui, définitivement. C'est parce que c'était encore plus, plus propre, plus sophistiqué, plus classique. OK. Fait que la vibe était comme plus haute, là, tu sais. Fait que, non, ben on voit dans certaines vidéos sur YouTube, là, quand il parle de la voix, notamment, puis quand il explique à Richard Glenn là, toute son histoire, que le supramental, là, ça, dans les mini-séminaires 1, 2, 3, là, ça montre un peu comment Bernard était là, dans les conférences. Là. Fait que, c'est sûr, il y avait beaucoup de gens. Là. Moi, à la fin, au début, c'était des salles pleines. Là, j'imagine 500 000 personnes. Puis à la fin, c'était plus... je sais pas, il y a du monde qui... C'est pas tout le monde qui ont accroché, là, tu sais. Mais bon, ouais, exactement. Chacun son cheminement. Mais moi, l'hypothèse que j'aimais, c'est sûr que j'étais pas là. Moi, je suis dans 1981, donc j'ai pas fréquenté ces salles dans les années 80, là. Mais moi, l'hypothèse que j'aimais par rapport à Bernard concernant son phénomène, c'est que sa façon de parler était tellement tranchante puis différente de ce qui se faisait avec la religion dans les années 80, que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui allaient le voir parce qu'ils devaient penser carrément que c'était un extraterrestre. Là. Il parlait, puis la vibration était tellement en décalage avec celle des gens de l'époque que moi, j'ai l'impression que ça a créé une forme de fascination par rapport aux gens.
Surtout que Richard Glenn le présentait comme étant un contacté. Ben là, Ouais. ça donnait l'impression que c'était un extraterrestre. Ou, tu sais, la façon que Richard le présentait, je trouve que ça a créé au personnage comme s'il était en liaison directe avec les extraterrestres. Tu sais, Ben, disons, je crois qu'à l'époque de Richard Glenn, il y avait quand même culturellement une fascination avec les extraterrestres. Puis c'était la thématique aussi de Richard Glenn avec son émission Ésotérique expérimentale. Puis en fait, Richard avait une grosse plateforme à l'époque, donc c'est ce qui a permis à Bernard d'aller chercher un certain momentum dans tout son bassin de personnes qui le suivaient. Mais à un moment donné, là, il était vraiment tanné de parler d'extraterrestres, toutes ces choses-là, que je crois que c'est une des raisons pourquoi il a changé d'intervieweur puis qui est tombé avec François Payotte. Mais n'en demeure pas moins que les cassettes avec Richard apportent beaucoup de réponses à des questions là, qu'on peut se poser là, sur la vie en général et son infinité. Là. oui, oui, des cassettes très intéressantes, comme celle-là aussi avec Daniel Ménard qui ont été faites, puis aussi Psychologie évolutionnaire. Mais ce que je trouve particulier, puis tu n'es pas le seul à me rapporter ça, c'est qu'au début, il y avait plus de gens qui assistaient à ces conférences, puis au fil du temps, il y en avait moins. Puis moi, ce que je constate, c'est qu'au fil du temps, si on prend entre autres les conférences de psychologie évolutionnaire, quand on les écoute, c'est plus appliqué à la vie de tous les jours. Tu sais, Mm. puis logiquement, un être humain, s'il veut intégrer la conscience, il faut qu'il l'applique dans sa vie de tous les jours. Tandis qu'au début, c'était plus des considérations par rapport au cosmos, les extraterrestres, des éléments plus abstraits. Puis là, quand il vient le temps de passer à la pratique, c'est comme si les gens, ça les intéresse pas. Moi, ça me crée un peu cet effet-là. Ben, c'est sûr que dans ta vie quotidienne, si ça ne sert pas, là, ça sert à rien là, de savoir, à part d'éponger une certaine soif de quelque chose. Là. Mhm. Mais ça vient avec la maturité, on va dire. Je pense que lui aussi, il a évolué dans ses conférences avec le temps, les époques. Puis c'est ce que ça a donné, effectivement. Puis, Mais il était oui. aussi intense quand même à la fin. Là, moi, j'étais à sa dernière conférence, puis c'est sûr qu'il avait la voix un peu éteinte, là, mais il prenait pas de pilule, rien, fait que, à part des antidouleurs. Fait que c'était quand même aussi intense. Oui, dans le fond, dans son dernier enregistrement, quelques jours avant qu'il meure, on percevait que la voix était changée, mais en même temps, le mental était intact, puis il était capable de canaliser. Mm-hmm. Non, c'était vraiment très bien. Oui, exactement. Mais lorsque, dans les années, fin des années 80, que tu as été à ces conférences, est-ce que c'était François Payotte qui l'interviewait? Ouais, moi, j'étais arrivé dans le temps là, de François Payotte. Moi, François Payotte, je ne tripe pas beaucoup sur ça. Je sens de l'air que le monde aime ça, là. Mais bon, moi, Mais t'es pas le seul. c'est peut-être effectivement ce qu'il y a d'intéressant, c'est que François Payotte, c'est un Français, donc il y a beaucoup de personnes de France qui, culturellement, trouvent un certain rapprochement avec lui, puis ça leur permet là, d'aborder ce personnage-là avec un angle peut-être plus facile pour eux dans un premier temps. Fait que c'était peut-être une des raisons, justement, pourquoi que François Payotte avait été choisi là, pour être intervieweur. Mais semblerait-il qu'à la fin, là, il était vraiment, là, comment dire, il y en avait assez. Là, il y en avait vraiment assez de parler de ça. Puis c'est une des raisons pourquoi que c'est Daniel Ménard qui a pris là, la pôle. Oui, exactement. Il a pris la relève. Là, moi, c'est sûr que les entrevues avec François Payotte, personnellement, je les aimais moins parce que je trouvais qu'il amenait ça beaucoup sur le terrain philosophique. Tandis que Daniel Ménard, c'était plus dans l'application des principes dans le concret, qui est un terrain qui me rejoint davantage. Là. Je m'intéresse beaucoup au volet plus psychologie évolutionnaire appliquée à la vie de tous les jours. Puis même, même Bernard le disait là, en farce, là, parce que dans les introductions à pu finir de François Payotte, François Payotte est mort, là, peut-être qu'on peut dire ce genre de choses-là, mais je pense qu'il l'a déjà dit, là.
Il dit, moi, pendant que tu fais ton introduction, là, je me prépare, là, je vais aux toilettes. C'était vraiment pas, c'était trop flyé pour Bernard, mais probablement que c'était l'entente qu'il avait avec eux. Puis François, il voulait faire ses introductions. Puis bon, c'était correct comme ça ça convenait à l'époque. Mais c'est parce que c'était long. À un moment donné, je pense que ça Donc, durait à peu près 10-15 minutes. Puis là, il racontait une anecdote, puis bon, il y avait du fun, là. Puis tu sais, on sentait que François a du plaisir à faire des blagues, puis il voulait donner une couleur humoristique, mais en tout cas, moi, je trouvais que ça alourdissait beaucoup, mais bon, c'est de ses affaires. Mais sinon, pour en revenir aux conférences que tu as assistées, est-ce que tu as été témoin de phénomènes particuliers? ben, le premier phénomène que je me souviendrai toujours, c'était qu'à un moment donné, c'était à un hôtel à Longueuil, puis on venait en auto. Et puis, il y avait les personnes à la guérite pour le stationnement. Cette fois-là, ces gens-là, c'était pas un travailleur ordinaire, c'était deux gars qui étaient en habit. Bon, ça m'avait pas accroché plus que ça. Je trouvais ça comme étrange. Mais c'est après là, qu'on a su par la bande que Bernard là, intéressait, là, où c'était vraiment un personnage hors du commun. Alors, semblerait-il que c'était la GRC qui faisait une certaine forme d'espionnage pour voir qu'est-ce qui se passait dans ces conférences-là, puis quel genre de personnes allaient là. Puis, une des personnes en chef de cette enquête-là assistait aux conférences. Puis, finalement, à un moment donné, elle a décidé de faire le séminaire. Puis, cette personne-là a comme quitté la GRC. Fait que ça a été vraiment particulier, là, cet épisode-là de la GRC. Mais par rapport à ça, est-ce que, comment dire, la personne s'est dévoilée qu'elle faisait partie de la DGRC ou c'est vous autres qui pensez ça puis vous interprétez ça, tu sais? Non. Ben, je sais, je nommerai pas la personne. OK. C'est clair que cette personne-là travaillait pour la GRC à l'époque, puis là, maintenant, elle fait d'autres choses. OK. Puis c'est une personne qui a suivi le séminaire. Je l'ai vu au funérailles de Daniel Ménard. C'est un chic type. Pas de doute là-dessus. OK. Puis, as-tu discuté avec cette personne-là pour voir pourquoi que la GRC s'intéressait à Bernard? Non, ben, tu sais, Bernard, c'était quand même un être d'exception. Fait que, tu sais, il en a attiré du monde, là. Il y avait même des gens, il y a même quelqu'un, à un moment donné, qui a voulu déménager à côté de chez eux pour devenir plus conscient, là. Fait que, c'était pas pour rien que sa femme Pierrette, puis Donald Moses, puis Daniel Ménard étaient proches, là, comme un genre de 3 bodyguards, là, à leur façon pour s'arranger pour que le personnage puisse avoir une vie. Puis c'était une des fonctions de Pierrette, justement, là, que de rendre ça, là, d'avoir un semblant de vie normale. Parce qu'en fait, c'était Bernard ce qui avait, lui, durant ce qu'on peut dire son initiation, si je peux prendre ce terme-là. Oui. Avant qu'il fasse des conférences, il a fallu que lui, il avait une vie comme tout le monde, là. Fait que quand ça a commencé à rentrer dans sa tête, il y a eu une certaine forme d'épuration qu'il a dû se faire de son ego pour le rendre, dans mes mots, là, le plus transparent possible. Ce qui faisait qu'en conférence, qui était fantastique, puis ça se sent aussi dans les cassettes, c'est qu'on ne sent pas d'ego, ou très peu, là, à certaines occasions, peut-être, là, quand il peut sacrer ou à certaines occasions, là, mais en général, là, ça ne pouvait pas être contestable, là, parce qu'il n'y avait pas d'ego. Notre ego ne pouvait pas pogner dans le sien, puisque en conférence, c'était un canal. Fait que même au début de sa vie, là, quand il a commencé avec Pierrette, là, il avait été faire des tests chez des psychologues pour comprendre, Bernard, y es-tu rendu schizophrène? Il est tu sais, comment ça se fait que ça y parle dans la tête comme ça, là, puis ils ont fait des tests extensifs, là, je ne sais pas si c'était avec quelle université ou quel hôpital, puis ils ont dit non, cet homme-là n'est pas fou, pas du tout. Il y a vraiment un contact particulier, puis ça a continué à se développer parce que, comme on dit, ça y a peut-être descendu dans le canal
d'une façon très claire, comme si on entendrait une radio dans notre tête, là. Mhm. Parce que lui, c'était ça qu'il avait à vivre finalement pour son travail. Euh, mais c'était quelqu'un qui était très, très un excellent speaker, là. Il avait un excellent conférencier. Oui, oui, ben on le perçoit dans les enregistrements là, que c'est un excellent communicateur. Il y a une très grande variété de mots. Il y a une Mm. fluidité d'expression, il y a une précision, il y a une capacité de concentration, puis de développer, puis Ouais. d'approfondir sur plein de sujets, ouais. Il n'y avait aucune note, aucune préparation, là. Les gens, peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Il a fait des conférences pendant 30 ans, plusieurs conférences par mois, des conférences qui pouvaient des fois durer 3-4 heures, puis d'autres fois 8-10 heures, sans aucune préparation jamais, là. C'était Ah ben, assez impressionnant. mais justement, as-tu assisté à une conférence qui a duré 8 ou 10 heures? Ben, ça, c'est ce que ça, dans le temps, ils appelaient ça les conférences intensives, là. OK. J'ai peut-être assisté à une ou deux, là. Tu sais, c'est comme quand tu sors de là, j'essaie de ne pas prendre des mots québécois, là, tu sais, j'allais dire un peu blasté, là. Mais tu sais, c'est comme ton ego était comme en suspension, là, tu sais, c'est comme là, c'était comme sur une vibe particulière. Ça pouvait durer quelques heures, quelques jours, là. Tu n'étais pas nécessairement plus conscient de par cette conférence-là, mais il y avait comme un petit buzz, là, ça c'est sûr. Ben, ça changeait ton taux vibratoire. Ouais, encore là, tu sais, un taux vibratoire, Bernard il disait pas de choc, pas de conscience, là. Tu sais, c'est taux vibratoire, tu sais, ça dépend, là. C'est sûr que ça peut créer comme un genre de vibration, oui, dans le corps, dans le cerveau, qui fait que tu penses plus pareil ou tu n'as plus, t'as plus les mêmes sentis. Mhm. Puis à un moment donné, ben, tu n'as peut-être plus les mêmes lectures. Mais c'est vraiment plus les événements de la vie de la façon que tu vis qui font faire des changements vibratoires, là. Mais bon, quand même, moi, j'étais plus la question d'ouverture, là, tu sais, la question de descendre le matériel, Mhm. descendre tout ce qu'il y avait à dire pour finalement là, peut-être placer une vibration. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement d'idée là, comment que ça va se développer dans le temps, puis dans combien de vies que ça va prendre pour s'installer d'une façon beaucoup plus large, là, Mhm. parce que ça demeure quand même en ce moment très, très, très Marginal. marginal. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr qu'on n'entend pas présentement parler de conscience supramentale dans les médias de masse. Non, puis je pense pas qu'on va en entendre jamais, là. Je ne crois pas à ça. Ben, de toute façon, le média de masse, comme en ce moment, on parle sur une chaîne qui s'appelle YouTube, là, tu sais, les médias de masse, peut-être que ça n'existera plus trop dans le temps, on ne sait pas Ouais, comment ça ben, va en tout se cas, en changer. ce qui concerne les plus jeunes, ils sont de plus en plus à être sur YouTube et les réseaux sociaux. Ils délaissent les médias traditionnels, ce qui fait en sorte que éventuellement, ben, il y aura sans doute des médias sur Internet qui vont détrôner justement les médias traditionnels, puis ils vont perdre de Mm. leur autorité. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Je pensais à ça, une autre chose que moi, j'avais retenu de ces conférences, là. Oui, À un moment donné, il avait dit à un moment donné, ben là, c'est dans mes mots, évidemment, c'est oui, pas ben oui, dans aucun les siens, problème. là. Mais tu sais, à un moment donné, quand ta vie, tu sais, ça va trop mal, là, ben, c'est à quelque part, à un moment donné, il y a une certaine dépersonnalisation qu'il faut qu'il se fasse un certain recul qu'il faut avoir pour être capable de lire sa réalité. Puis il disait, finalement, la vie, c'est pas de tes affaires, là, tu sais. Moi, je me suis dit ça souvent. Puis ça l'a beaucoup, beaucoup désamorcé une certaine tension. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé, Attends une minute, c'est... je Oui, vais l'explorer un peu plus en détail avec toi, là, certainement. dans le sens que la vie, c'est pas de tes affaires. C'est sûr qu'en tant qu'ego, se faire dire ça, ben là, ça sert à quoi que j'existe, c'est pas de mes affaires, tu sais. Ben, c'est parce que ça remet ça remet en contraste le jeu, là, tu sais, parce qu'on s'entend que
le jeu, c'est juste la réflexion. Ça remet en cause de pourquoi qu'on est sur la Terre. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est pour le perfectionnement de leur âme, alors que c'est plus pour le développement de ton esprit, là, ou la descente de ton esprit dans la matière, là. Fait que, à quelque part, ça remet beaucoup en question. Quand Bernard parlait du double, tous ces mots qu'il a utilisés pour parler de notre contrepartie cosmique, c'est bien sûr que dans la réalité, si par exemple tu es un parent et tu as un jeune enfant, très jeune, un bébé, on s'entend que c'est le parent qui décide qu'est-ce qui se passe là, dans la réalité de l'enfant. Exact. Fait que dans la conscience, c'est un peu la même chose, là. Les humains ici ont beaucoup de personnes, moi-même aussi encore, on s'imagine que c'est nous autres qui run le show. Moi, je m'imagine ça de moins en moins quand même, là, mais bon, c'est pas nous, là, c'est les forces, c'est notre nous-mêmes, l'autre bord, qui run le show. Parce que c'est lui qui connaît l'agenda. Oui, mais ce que j'avais compris, c'est que cela était réel tant aussi longtemps que l'être humain ne sera pas totalement fusionné avec l'esprit et n'aura pas la capacité d'avoir un taux vibratoire similaire au sien pour connaître un état de liberté psychique qui va l'affranchir de la tutelle des forces. Oui, ben là, ça va chercher aussi une autre dimension. Quand tu parles de tutelle des forces, là, Bernard, lui, il avait quand même son âme qui était assez particulière. Il y avait l'âme, Daniel Ménard, il disait que lui, il aurait pu être un dictateur né. Il y avait toutes les planètes pour être un grand dictateur, là. Fait que c'est sûr que ça faisait partie de son aplomb quand il était en conférence, mais ça faisait aussi partie là, de ce qu'il avait à vivre par rapport à ses propres dimensions personnelles. Tu sais, tu vis ce que tu fais vivre. Fait que lui, Bernard parlait beaucoup de combats, puis avec les forces, etc. C'est un discours que rarement j'ai entendu Daniel Ménard parler parce que lui, il vivait ça, on va dire, différemment. Les messages se rejoignent, tu sais, mais toute la question de la colère contre les forces, moi, je trouve que c'est une des dimensions les plus mal comprises dans tout le monde qui étudie le message de Bernard de Montréal. Mais la colère, c'était très, très, très relié à la façon de Bernard de gérer son propre contact et ses propres combats qu'il avait amenés en tant qu'initié. J'ai jamais vu Daniel Ménard en colère contre les forces. Jamais, 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 jamais. Fait que pourtant, je considère que les deux là, étaient aussi plugués l'un que l'autre dans un sens. C'est sûr qu'il n'y avait pas la même fonction. Là. Bernard avait un message beaucoup plus, on va dire, précurseur. Puis c'est lui le premier c'était sa fonction là, d'annoncer que l'homme ne pense pas, il communique, puis de dévoiler comme tel la matrice. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de... Il faut faire attention de ne pas idéaliser Bernard de Montréal. C'est toujours le message qu'il faut retenir, clairement. Oui, mais c'est important de mettre ça en contexte parce que c'est sûr que les gens pourraient avoir tendance à le sacraliser dans le sens qu'il est venu sur la place publique en disant qu'il est un initié. Et puis, c'est sûr qu'après Jésus de Nazareth, quelqu'un qui se présente et dit que je suis Bernard de Montréal, les gens qui autrefois croyaient en Jésus pourraient avoir tendance à vouloir croire en Bernard puis d'en faire un nouveau Messie. Donc, oui, je vais te laisser parler. Ben, c'est sûr que, techniquement, culturellement parlant, nous tous ou toutes les âmes sur la planète, on était comme habitués, on avait comme été formatés dans un environnement de religion. Fait que c'est normal là, que quand Bernard est arrivé, il a dû partir de où qu'on était rendu. Fait qu'il y avait peut-être un discours qui rejoignait un petit peu plus culturellement cette chose-là. Mais comme quand il disait des choses comme la vie, c'est pas de tes affaires, là. Ben là, ça faisait un clash, là. Ça créait réellement un choc, là, qui faisait que là, c'est ça. Ça se vit pas dans le jeu, la vie.
Pas du tout, du tout, du tout. Puis Ben, quand... c'est dans le sens que c'est pas toi qui décide de l'événement. Fait que c'est pas l'ego qui décide de qu'est-ce qui se passe. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas de ses affaires, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Puis même si l'ego aurait voulu projeter quoi que ce soit ou coudon, ça va bien mal, là, c'est ça. C'est pas toi qui décides. Fait qu'à quelque part, ça désimplique là, par rapport à des situations. Ça les désémotive. Ça permet là, d'être capable de mieux voir qu'est-ce qui nous arrive. Puis Mais la derrière. vie, c'est pas linéaire. Là. Ouais, Fait que c'est c'est pas ça. parce que ça va mal que ça va aller encore plus mal demain. Là. Ouais, ça permet d'être plus neutre par rapport à la vie. Mhm. Mais Effectivement. mais en même temps, faut pas tomber non plus dans le piège qu'ont connu, par exemple, certaines personnes en Inde, tu sais, qui, eux autres, vivent en fonction de la notion du karma. Fait que là, si la personne naît dans un dépotoir, puis elle dit, ah, la vie, c'est pas de mes affaires, ben elle endure sa condition, puis elle cherchera pas nécessairement à améliorer son sort ou de vouloir devenir multimillionnaire, là, comme le rêve américain, là. Mhm. Donc, ça peut enlever aussi la volonté de s'émanciper de conditions difficiles si on dit que la vie, c'est pas de nos affaires. Ouais, mais c'est plutôt peut-être, dans mes mots, d'accorder moins de valeur à la vie. Tu sais, si existe dans un monde comme le nôtre, polarisé, où il y a le bien et le mal, là, tu sais, c'est sûr que s'il y a des curés et des sorts de la religion, ben, il y a de la guerre. Là. C'est sûr que s'il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens honnêtes. Fait que Mhm. quand il arrive une bad luck, souvent, là, c'est que pour neutraliser la personne qui était soit trop positive, soit trop négative, ou l'amener à saturation en lui arrêtant pas de lui faire vivre des choses positives ou des choses négatives pour que la personne décroche. À un moment donné, si tu t'arrêtes pas de te comparer, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être malheureux puis ça finira plus. Mais si tu ne l'es pas encore assez, la vie peut te servir encore le même plat jusqu'à temps que tu sois saturé. Puis là, c'est pas ce qu'on peut penser de ce que la vie ce qu'on peut penser de ce que la vie nous veut de nous. En général, c'est déjà pas ça ce qui va se passer là, parce qu'on n'a pas la science intemporelle de notre plan de vie dans cette vie et les prochaines, puis d'où qu'on vient, quelles expériences qu'on a à vivre, etc. Là, si à un moment donné, il faut que tu payes un karma d'une ancienne vie, Mhm. ben, il faut que tu le payes. Là. On va dire que tu as volé quelqu'un, ben là, si tu te fais voler, c'est parce que tu l'as volé dans une ancienne vie, tout simplement. J'avais une personne d'un séminaire là, il se l'était fait dire. Là, cette personne-là est décédée aujourd'hui, OK. mais elle s'était fait dire dans une ancienne vie qu'elle était avec une autre personne, puis à un moment donné, ils ont fait un crime, puis ils se sont fait prendre, mais lui, c'est comme sauvé de la situation, puis il a comme stoulé, je sais pas trop, ben, il a dénoncé son ami. Fait Oui. que son ami est en prison, lui n'a pas été. Puis là, dans cette vie-ci, lui, il s'est trouvé une job de personne qui fait fonctionner les ascenseurs. Fait qu'il était dans une prison toute la journée. Puis, il y a toujours des backslash, là. Fait qu'à quelque part, la vie, c'est pas nécessairement tes affaires. Il faut que tu le payes, il faut que tu le purges, là, ce que tu as. L'âme doit être purgée de certaines choses, de certains karmas. Fait que si on n'a pas la connaissance de toute notre vie, c'est difficile des fois de vouloir trop s'en mêler. Parce que là, trop s'en mêler aussi, c'est encore de la réflexion, c'est encore du contrôle, comme Nathalie Topoluc l'a si bien expliqué dans tes entrevues précédentes. Oui, certainement. Par contre, quand on en regarde ça, la vie, c'est pas de tes affaires, puis on met ça en relation avec le fait que Bernard contestait continuellement les forces, ben, il n'était pas dans le principe de la moindre résistance, parce que lui, il contestait eux autres, fait qu'il en faisait une affaire personnelle à quelque part. Ouais, mais encore là, c'est comme moi, j'atteindrai pas Bernard le niveau qu'il est dans je sais pas combien de vies. Là, c'était pas un personnage qui était de la même race que nous, moi puis toi. Puis Mhm. peut-être que nous,
on est à l'entrée de la prochaine race, là, mais Bernard, c'était pas ça du tout. Puis c'était vraiment son combat à lui. C'est l'affaire aussi du mensonge cosmique, là, tu sais. Lui, il devait rétablir l'équilibre entre les forces de la lumière, on peut appeler ça comme ça, et les petits terriens que nous sommes, là, parce qu'il disait toujours qu'on sera, c'est-à-dire des êtres, on est, mais on va le réaliser, des êtres de lumière aussi haut en vibration que les plus hautes intelligences intemporelles, incorporelles, là. Fait que pour ça, lui, il a eu son propre cheminement. À un moment donné, j'avais su que dans une meeting qu'il y avait avec Daniel Ménard et Donald Moses, là, je vous appelais Daniel et Bernard, Daniel et Donald. Oui, oui. À un moment donné, il était assis dans un restaurant, puis il disait, là j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Là, je sens pas qu'on me dit la vérité, ou pas la vérité, mais qu'on me dit quelque chose de réel. Puis il dit à Daniel, il dit, pose-leur la question. Je sais pas c'était quoi la question. Puis là, Daniel, il allait sur son contact, on va dire. Puis il y avait une réponse. Puis après, il demandait à Donald, ou vice-versa, toi, qu'est-ce qu'ils te disent là-dessus? Parce qu'il il y avait comme, on dirait, dans sa vie à lui, sa ligne personnelle à Bernard était tapée. Comme s'il y avait quelque chose qui empêchait de remonter aussi haut qu'il voulait aller. Puis à un moment donné, avec l'aide de Donald et de Daniel, il a réussi à mettre en échec on va dire, cette entité-là. Fait que tout ça pour dire que Bernard avait ses propres combats qui étaient d'aucune nature avec ce que moi et toi, on va vivre toute notre vie, là. C'est sûr qu'il y a des similitudes, là. La vie, c'est quand même... il y a des principes de base, là, tu sais. Ce qui est intelligent, comme il disait dans plusieurs cassettes ou plusieurs conférences, je me souviens pas. Mais il n'y avait pas nécessairement une vie comme nous, là. Tu sais, quand je disais tantôt qu'il avait été faire évaluer pour savoir s'il n'était pas schizophrène, puis il avait diagnostiqué absolument non. Même Nathalie Topoluc en a parlé aussi. Tu sais, il était comme à un moment donné rendu comme un enfant. Puis... mais ça, c'est particulier. Qu'elle avait une grande âme. Ça, je t'interromps ici parce que, dans le fond, ça me surprend beaucoup qu'il n'a pas été diagnostiqué comme schizophrène. Parce que, tu sais, s'il dit une voix qui me dit telle affaire, ben pour quelqu'un qui est matérialiste scientifique, le simple fait de dire qu'il entend une voix, c'est associé automatiquement à un symptôme de la schizophrénie. Si on pense notamment au DSM, soit le DSM, peut-être dans ce temps-là, c'était le 2 ou le 3, là, à la différence d'aujourd'hui que c'est la version 5, mais je veux dire... La façon qui est faite la science matérialiste, automatiquement, tu dis que tu entends une voix puis tu es associé à la schizophrénie, tu sais. Oui, mais encore là aussi, on ne sait pas, mais la personne qui est le docteur ou le groupe de docteurs qui l'ont évalué, là, tu sais, peut-être qu'eux étaient plus sensibles, plus intelligents que les autres, puis ils ont réalisé que lui, c'était comme un cas à part qui ne fitait pas dans les critères de la schizophrénie, puisque c'était intelligent ce qu'il disait. Il disait pas, Jésus m'a dit d'aller faire ci pis ça. Là. C'était parfaitement intelligent, parfaitement sa coche qu'il disait, mais quelque part, c'était dans son cheminement à lui. Tu sais, il dit à un moment donné, il était rendu, il se promenait, puis là, il va dans une pharmacie, puis il se tourne la tête, puis il voit un gros aquarium avec plein de poissons. Puis il dit, ils m'ont stallé là pendant 8 heures à m'expliquer tous les poissons. À un moment donné, là, j'ai dit, ça va faire, là, tu sais, c'est comme wow, là. La domination, là, c'est sans fin, là. Lui, il avait son propre combat. Ben, on ne vivra pas ça. C'est là que j'allais en venir sur le phénomène de la possession. C'est-à-dire que quelqu'un, tu le mets devant un aquarium, puis tu l'obliges à regarder ça, puis la personne veut se déplacer, puis elle peut pas bouger parce qu'elle est sous l'influence d'une énergie qui est plus forte qu'elle. Ben à ce moment-là, ça veut dire que quelque part, Bernard, il a vécu, de ce que je comprends, là, des états de possession qu'il ne pouvait pas contrecarrer avec l'exercice de sa volonté. Ben là encore, il va falloir définir le mot volonté. Là. Moi, je ne suis pas... disons qu'il n'avait pas nécessairement développé, moi, dans mes mots à moi, une électricité assez forte où on pourrait dire, du bout des lèvres, une colère
qui fait qu'il va arrêter la domination parce que dans un sens, c'est que ça, c'est des lois de l'univers. C'est toujours la race qui domine, qui décide, là, que ça soit un lapin qui mange une carotte, là, c'est pas la carotte qui va décider qu'elle ne se fera pas manger. Là, c'est un principe universel. Fait que pour que lui puisse aller jusqu'au bout de son initiation, il devait à quelque part avoir certaines colères à vivre. Là, puis c'est un petit peu toutes ces colères-là qui l'ont tué au force des années avec son cancer du côlon. Là. OK, parce que toi, tu fais une relation entre les colères qu'il a vécues puis le cancer qu'il a eu par la suite? Ben, disons qu'il fallait qu'il meure de quelque chose, comme tout le monde. Il y avait un travail à faire, puis quand son travail était fini, il fallait qu'il meure, là. Puis encore là, ça, c'est une autre dimension qu'on pourra parler, là, mais lui, la conscience de son corps, là, ça faisait pas partie de sa réalité, là, il était vraiment là, une personne qui était mentale, là, son énergie était parfaitement mentale. Même Pierrette, à un moment donné, sa femme, avait été dans des endroits pour savoir comment le guérir parce qu'il cherchait, il a été malade pendant de nombreuses années. Puis les personnes voyant au médium qui se connectaient à Bernard disaient, écoutez, madame, ce gars-là, il n'y a pas d'astral, on peut pas, il est pas guérissable, là, il n'y a pas de... Eux autres, étant donné qu'ils n'étaient pas dans le mental, n'avaient pas de prise ou de... Non, il n'était pas capable de le percevoir. Oui, ben ça me fait penser à... J'ai un ami qui m'a confié quelque chose, mais là, des raisons de respect de la confidentialité, je n'aimerais pas son nom. Mais il vit un cheminement avec le supramental depuis plusieurs années, puis il mentionne que ça a changé son aura. Puis là, il avait été voir une personne qui était médium, puis elle n'était pas capable de lire. C'est comme s'il n'y avait pas la configuration psychique pour le décoder. Un peu comme si on voulait, par exemple, lire un document de Word avec une version nouvelle, alors qu'on a une interface ancienne. Tu sais, si on veut décoder un document Word version 2013, puis on a 2003... ben il y a un problème de compatibilité qui est là. Puis là, en lien avec ce que tu disais, ça me fait penser un peu au même phénomène. C'est probablement qu'il n'était pas capable de décoder sa structure énergétique étant donné qu'il avait un taux vibratoire plus bas que le sien. Exact, oui, c'est ça. Puis, à quelque part, c'était ça qu'il avait à vivre et à faire vivre, là, Bernard de Montréal. Lui aussi, d'ailleurs, il était une personne profondément manipulée, pas juste par les forces pour, en fait, dépasser ce qu'il avait à dépasser ou franchir les barrières dans l'intemporel qu'il avait à franchir. Mais c'est juste question de sa santé. Il a fumé une grande partie de sa vie, puis à un moment donné, il a arrêté parce qu'il n'y avait plus... la santé dans les poumons. Puis, une personne connue dans le groupe, il a dit, prends tel genre d'huile essentielle, puis ça va te soigner, puis tu vas te guérir. Il dit, non, 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 non. Moi, il disait, j'ai un médecin, je fais confiance à mon médecin, puis c'est lui qui va me guérir. Puis, sa maladie, ça a duré pendant 8 ans. Puis, à un moment donné, il y a eu une autre ouverture, une personne qui vivait avec, là, qui était en fait Elisabeth. Ça, je pourrais compter ces choses-là à un moment donné, mais elle y a donné justement cette huile essentielle-là, puis il a guéri en l'espace d'1 ou 2 mois. Fait, comment ça se fait que Bernard de Montréal, un être fusionné comme lui, si on peut parler du mot fusionné, n'a pas su, quand il s'est fait proposer dès le départ de prendre telle huile essentielle, de le guérir, comment ça se fait qu'il a dit non? C'est parce qu'il n'y avait pas ça à vivre, tout simplement. Puis, c'est ça. Oui, bien, en lien avec ça, moi, ce qu'on m'a rapporté comme explication, c'est qu'il devait passer par les différentes oppositions planétaires pour être capable de les expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'en vivant une maladie importante, ensuite, il a vécu des pertes financières en lien avec la bourse qu'on m'a rapporté. Ouais. Ensuite, il a vécu une séparation avec sa femme. Donc, les oppositions que la plupart des gens vivent, c'est-à-dire souvent sont atteints par la santé, la famille, le travail, les finances, ben s'il vit ces mêmes choses-là puis il passe au travail avec le mental intact, ben ça peut donner une mesure aux gens
que quelque part, ça peut être possible, eux autres aussi, qu'éventuellement puissent composer avec l'événement. Oui, effectivement, parce que lui, il disait, écoutez, si je vis rien dans ma vie personnelle, je ne vais rien avoir à vous dire dans les conférences, là, parce que lui, il parle des extraterrestres dans les époques que moi, je l'ai côtoyé, ça ne l'intéressait pas du tout. On a peut-être parlé à quelques occasions, là. Mais en général, ça ne l'intéressait pas, là. Fait que c'est sûr que c'est avec des exemples de sa vie courante qu'il était capable de développer des principes, puis ou de descendre des principes pour expliquer la réalité. Fait que oui, effectivement, c'était très, très normal, très concret ce qu'il pouvait vivre. Mais sinon, toi, tu l'as connu donc de 88 jusqu'à sa mort? Ouais, ouais. Ben oui, disons que j'allais aux conférences peut-être une fois par mois, là, une ou deux fois par mois. Fait que c'était toujours agréable. C'était un club social aussi. Puis c'était comme une autre époque, là. Comment dire, là, c'était ça que... Oh. Mais bon, je sais pas quoi dire là-dessus, là. Mais oui, l'autre chose, qu'effectivement, il parle souvent dans les conférences que moi, je n'ai pas, que je trouve que les gens ne sont pas nécessairement au courant, c'est le fameux 1984, là. Mm-hmm. Quand il dit que finalement, il a terminé son initiation, il a mis fin à la domination puis au mensonge cosmique. Ouais. Quand il parle de ça, c'était finalement qu'il avait décidé de mettre sa femme Pierrette, on va dire, c'est peut-être mal dit, là, mais au même niveau que lui, là, ou de moins, non pas au même niveau que lui, mais de passer sa femme avant les forces. Parce que auparavant, dans sa vie, c'était toujours les forces qui décidaient tout pour lui. Mm-hmm. Bon, ça a été nécessaire un certain temps, mais là, il a fallu qu'il arrête cette chose-là, puis de mettre les priorités aux bonnes places, puis de rendre ça un peu plus horizontal, parce qu'à quelque part, la conscience, c'est juste vertical, là, ça sert à rien, là, absolument à rien. Là, c'est même astral, là, dans un sens. Là. Ben, dans le sens qu'il est possédé par c'est ça, à ce moment-là, la personne est possédée par les forces qui disent quoi faire, puis il vit un état de soumission psychique. Oui, oui, oui. Fait qu'à un moment donné, là, semblerait-il, je n'étais pas là pour vérifier que sa femme était réellement là, épuisée de cette situation-là. Puis c'était sa passe ou sa casse, là. Puis à partir de ce temps-là, il a commencé à être, on va dire, un vrai mari. Ce qui n'avait peut-être pas nécessairement été avant, tu sais. Parce que quand tu t'appelles Bernard et tu as le contact constamment, tu te promènes dans la rue, là, c'est clair que tu as des messages qui n'arrêtent pas de passer. Tu vois quelqu'un, il arrêtait le monde dans la rue, il disait « Hey, toi, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. » Puis ça finissait plus, là. Il ne pouvait pas avoir une vie normale. C'était un initié avec... il était taxi, il n'arrêtait pas de parler aux gens avant de devenir conférencier. Il fallait qu'il commence à se rebâtir une vie, à refonctionner dans la société. Fait que, il était quand même toujours plugué, toujours au service de. Puis même encore, là, après 84, là, ça l'a peut-être continué, mais du moins, il y a eu une priorité que là, bon, il faut que ça s'horizontalise. Si je ne suis pas capable, si je fais souffrir quelqu'un, en parenthèse, ma femme, je suis vraiment pas intelligent. Là. Ça fonctionne pas du tout. Oui, puis c'est le danger. Vraiment... C'est intéressant ce que tu mentionnes parce que c'est le danger des gens qui commencent à être en contact avec les forces, là, de négliger entre autres leurs partenaires en faisant des activités de canalisation puis en recevant du matériel, là, parce que c'est facile de s'éparpiller puis de se perdre là-dedans. Là. Oh oui, c'est très, 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 très facile, là, puis c'est ça. Moi-même, je me suis perdu là-dedans en passant, puis tu sais, je suis très transparent par rapport à ça pour en parler aux gens, dans le sens que j'ai négligé la compagne avec laquelle j'étais en couple, puis je me suis excusé. Moi, je suis content de mon vivant que je me suis excusé à elle pour lui dire que j'étais trop fasciné par les forces, puis j'ai négligé ma relation avec elle à cause que je passais mon temps à écouter des enregistrements, puis j'étais mis en vibration en lien avec ça, tu sais.
Oh oui, c'est très noble. C'est très noble. Là. C'est ça, là, la vie. Il ne faut pas que ça soit juste horizontal, vertical, la conscience, parce que de toute façon, l'énergie, ce que ça veut, c'est que ça veut de l'échange. Quand on va être vieux sur notre chaise berçante, là, c'est pas ce qu'on va avoir pensé qui va nous revenir comme souvenir. Là. C'est ce qu'on va avoir fait. Puis de faire, c'est de l'échange parce que de l'énergie, c'est ça que ça fait. Ça veut le dynamiser, ça veut échanger, ça veut monter, on va dire, le taux vibratoire. Fait que c'est ça, c'est un principe, ça, c'est vraiment pas en pensant là, qu'on va se souvenir. Là, puis Bernard, lui, il l'a vécu à l'extrême. C'est même pas lui qui a décidé de sa femme. À un moment donné, il a vu une fille, il a dit tiens, c'est elle, ma fille. Ils ont dit c'est elle, ta femme. C'était vraiment pas. Puis il n'y a pas nécessairement non plus eu une grosse vie physique, là, Bernard. Là, il a été malade toute sa vie, presque. Ben, pas toute sa vie, mais une grosse partie. Question, c'était pas un Casanova non plus. Là. Pierrette, elle l'a eu dry pas mal, là, dans un sens, là, sa relation avec son homme. Puis même à un moment donné, il a dit, écoute, ton mari, tu vas le rencontrer d'un ascenseur au 5e étage. Elle se fait dire ça là, par Bernard. Là. Fait que, elle, dans un sens, ça lui donnait de l'espoir parce qu'effectivement, à la mort de Bernard, ben, quand elle s'était séparée de Bernard, parce que c'est elle qui a décidé de quitter, elle voulait vivre une vie normale. Et moi, je la comprends. Elle avait rencontré l'homme qu'elle a rencontré dans un 5e étage. C'est avec lui qu'elle s'est mariée après. Oui, ça vient au principe que tout est marqué. Oui, ça c'est très vrai, ça. Effectivement, la question du libre arbitre, là, pour moi, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ta capacité de lire un événement qui va faire que si tu es capable d'être neutre, ben là, tu vas le vivre moins intensément. Mais tu sais, moi, je me souviens, c'est comme tu tournes, tu marches quand tu es petit, tu te tournes la tête, tu vois quelqu'un, on va dire que c'est un magicien, tu te dis, plus tard, je veux devenir magicien. Tu sais, si tu ne serais pas tourné la tête, peut-être que tu n'aurais pas eu cette vibe-là qui te soutient pour faire ta vie de magicien plus tard. Là, fait qu'à quelque part, là, ça va jusqu'à là, la manipulation. Ben oui, parce que la personne, si on part du principe, la pensée vient d'ailleurs, puis la personne reçoit la pensée de tourner sa tête. Puis là, elle tourne la tête puis elle veut être magicien, ben, à quelque part, elle est sous influence malgré elle, parce que quand on est jeune, on n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs. On n'est pas encore éduqué comme ça collectivement. Là. Fait que là, ça remet tout en question. Là, c'est quoi là, notre but dans la vie? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Puis qu'est-ce qu'on vient construire? Là? Parce que la vie de l'âme, la vie de l'esprit, c'est deux mondes carrément différents. Puis moi, je pense que le but, c'est de reprendre contact avec son esprit quand on peut être disponible, parce qu'effectivement, c'est pas nous autres qui décident. Donc, c'est de faire en sorte de rester ouvert là, pour que ça descende. Là. Mais bon, ça va tout ensemble de toute façon. Là. Fait que, puis pas non plus là, prendre de pouvoir là-dedans. Là, ça, c'est dans le très subtil. À un moment donné, dans une des séminaires que Bernard avait donné, il y avait un verre plein d'eau, puis à un moment donné, il a décidé je crois, garrocher le verre sur le mur. Là, puis toute l'eau a descendu à côté là, du mur. Il n'y a personne qui était éclaboussé. Puis normalement, plein de monde aurait été éclaboussé. Puis je suis pas sûr même s'il n'a pas fait bouger le verre tout seul. Là, je ne sais pas parce que ça m'a été raconté, je m'en souviens plus, mais les deux sont possibles. Mais le son ou la chose à retenir de ça, c'est que il ne peut pas le reproduire. Là. Parce que vouloir reproduire ce même geste-là, c'est chercher du pouvoir, alors que c'est pas lui qui contrôle rien. Fait que c'était un événement là, qui s'était passé dans un des séminaires avant 88, ou que là, mais pas mal le problème, c'est que les gens rapportent des choses, puis moi, l'une des craintes que j'ai, c'est qu'avec le temps, ça soit déformé un peu comme pour Jésus. Tu sais, on dit qu'il a changé l'eau en vin, il a marché sur l'eau, mais c'était peut-être des choses qui se sont
produites dans le passé, mais qui ont été interprétées, puis on en a rajouté, un peu comme des histoires de pêcheurs. Puis finalement, à un moment donné, on va dire que Bernard de Montréal faisait de la télékinésie ou des choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les témoins de première main par rapport à ce type de phénomènes qui peuvent être rapportés. Oh, oui, puis la lecture qu'on en fait, là, tu sais. Puis, c'est ça. Moi, ça m'avait, en fait, toute cette on va dire, ce regard-là que je porte sur Bernard de Montréal sans diminuer l'importance là, de son message. C'est un peu grâce à Pierrette qu'à un moment donné, je l'avais rencontré parce que je l'avais utilisé comme médiatrice dans mon couple à l'époque. Puis après, faisais-tu de la consultation? Oui, à l'époque, effectivement. Il y a plein de monde qui voulait dire « Ah, Bernard, il faut que je te parle, nanana. » Puis là, il référait tout à sa femme et à Daniel Ménard. Fait que elle avait une certaine crédibilité qui a fait que, bon, mon couple n'était pas dû pour continuer. Fait qu'on ça avait comme, on s'était rapproché pendant un certain temps, mais après, ça l'a fait ce que ça l'avait à faire, où on n'avait pas l'intelligence assez grande pour être ensemble. Mais tu sais, c'est un peu Pierrette qui m'a un peu fait la nuance entre l'homme public puis l'homme privé de qui était Bernard de Montréal. Donc, il faut vraiment là, se concentrer sur le message. À un moment donné, dans le temps, moi, j'ai travaillé chez Zénor pendant 3 ans. Zénor, c'était comme une entreprise là, qui avait été créée par Bernard de Montréal. Et d'autres personnes, dont Donald Moses, son bras droit, là, qui est décédé en fin de semaine. Il a eu ses funérailles en fin de semaine. Mais tout ça pour dire qu'il y avait d'autres personnes aussi. Puis Bernard, à un moment donné, des fois, il pouvait se dépersonnaliser, là, dire, écoutez, là, arrêtez de vous astiner. Là, je vais vous descendre qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'est-ce qu'ils veulent que vous fassiez. Puis là, il se mettait sur un autre genre de registre en parlant un petit peu dépersonnalisé dans le il, puis toutes ces choses-là, on va dire. Là. Puis Donald, dans certains projets, était absolument pas d'accord. Puis il dit non, ça fait partie des bases du développement de la nouvelle race racine, puis vous devez absolument réaliser ce projet-là, puis faire ci, puis faire ça. Puis Bernard ne acceptait pas le rejet. Du tout. Quand tu n'allais pas dans sa direction, il t'écartait. Tout le monde qui était proche de Bernard devait être à son service. C'est sûr parce que c'est lui qui avait comme l'ascendance vibratoire, mais à quelque part, là, dans toutes les expériences qui ont été vécues, quand on dit là, ne pas croire et se référer à soi, c'était un petit peu Bernard avait comme été aussi utilisé à sa façon pour faire passer ce message-là. Donald disait ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas acheter ce restaurant-là, c'est beaucoup trop cher, on va aller à la perte. Puis Bernard l'avait obligé, ils ont été obligés de l'acheter. Puis Zénor, on sait ce que c'est rendu, là, ça a tout fermé. Mais ça l'a servi à une expérience. Il y avait plein de monde qui était impliqué là-dedans. Il y avait des comités pour lancer le restaurant, faire des activités. Mais attends une minute. Il y a un bout que je suis sûr de ne pas distorsionner là, dans ma compréhension. C'est que ce que tu disais, c'est que par rapport à Zénor, il y avait vraiment un style autoritaire, alors que l'une des bases de son instruction supramentale, c'est d'émanciper l'homme de la domination pour pas que l'homme impose des choses à l'autre, alors que tu me dis qu'il imposait vraiment des choses d'une manière assez dictatoriale, là. Oui, ben là, c'est ça. Là, on rentre dans d'autres, on va dire, d'autres aspects de sa vie, parce que l'homme que tu connais et qui est en général relaté là, dans les conférences et les écrits, c'est l'homme conférencier. Mais c'est sûr que à l'époque, en fait, Bernard, lui, avait aussi une vie à vivre, puis il y avait des individus qui étaient autour de lui, qui, semblait-il, étaient aussi reliés karmiquement à lui, parce que on peut monter, j'avais entendu, là, c'est parce que je passe du coq à l'âne, mais bon, tu m'arrêteras si ça va trop vite. Là. Mais en fait, Donald avait déjà compté que
ils avaient tous, à un moment donné, c'était parce que c'était dans les Atlantes que lui, Donald et Bernard et d'autres personnes, à un moment donné, ils avaient joué avec des sons. Puis à un moment donné, il y a comme une erreur qui s'est faite. Puis ça avait comme fracturé les plans. Puis ça avait comme tel créé le monde astral. Puis ça l'avait fait en sorte de créer la race, la quatrième, donner l'origine à la quatrième race. Fait que ces gens-là, Donald, Daniel, Bernard, il y avait comme un destin commun à vivre. Là. Moi, j'étais, on va dire, dans la troisième rangée. Là. Pas nécessairement, j'étais pas en contact avec lui ni en relation. J'étais plus en relation avec des gens qui étaient en relation Mais autrement avec lui. dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'était karmique. Le travail Oui, de conscientisation, c'était pour comme compenser, disons, la chute de l'Atlantide qui est en relation avec un désordre, un déséquilibre qui a amené les gens à sombrer dans un état d'ignorance. Oui. Puis, il y avait, ces gens-là, il y avait des choses à créer ensemble, des dynamiques à vivre et à faire vivre. Puis, toutes les expériences Sauvage, tous les gens qui ont investi leurs 5 000 $ là-dedans, 5 000 $6 000 là-dedans, dont je fais partie. Okay. Techniquement, c'est sûr que je ne sais pas comment ça serait pas devenu une secte, ce petit club dans le sud qui était là. Il n'y avait pas la conscience, puis même encore aujourd'hui, le niveau vibratoire n'est pas élevé, pas assez élevé ou était trop spirituel pour faire quelque chose de durable. Mais c'est clair que Roche Sauvage, là, c'était. Il y avait aussi de l'âme, il y avait une bonne volonté, là, on va dire ça de même, là, de Bernard, qu'on se retrouve tous dans le sud et qu'on ait du fun ensemble. Là. Mais clairement, là, il aurait pu faire ça à une autre place qu'en Haïti, parce que quelques années après, il y a eu l'embargo, l'amnistie, ou je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens pas là, du terme. Là. Mais Haïti, c'est comme fermé. Là. Alors, mais en même temps, c'est un endroit, Haïti, que c'est très beau par rapport aux plages, un peu comme République dominicaine. Là, ça permettrait sans doute à des Québécois qui connaissent la rigueur de nos hivers qu'on a d'aller se reposer à la chaleur. Là. Oui, puis Haïti, c'est ça, c'était supposément une des... Il y avait peut-être des petits bouts de l'Atlantide, les petits bouts qui ne sont pas ensevelis. Là, semble-t-il qu'il y en avait des... C'était comme la pointe de l'Atlantide. Là. Toutes sortes d'histoires, de toute façon, qui n'ont pas d'importance. OK, mais justement, tant qu'à en parler, est-ce que Bernard a mentionné publiquement ou en privé qu'il a vécu en Atlantide? Non. Il n'y a pas... La seule chose qu'il a mentionné, c'est que... Puis ça, c'est Donald qui l'a dit. C'est qu'à un moment donné, il aurait peut-être dit « Moi, je ne me ferai pas couper la tête 2 fois. » Fait que là, c'est ça. C'est comme du popcorn, dans le sens que c'est juste intéressant à entendre, là, mais ça ne donne rien dans ma vie de tous les jours, ni à moi, ni à toi, ni à tous ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. Là. Non, c'est vrai. C'est de la curiosité de ma part, là, c'est sûr, d'aborder la... Mais ça l'amène à un point qui est intéressant que moi, je trouve, c'est que c'est pas parce que tu es full super conscient, fusionné, que tu reviendras pas, là, tu sais. On s'entend que, à quelque part, il y a beaucoup de monde qui disent « Après, moi, cette vie-ci, là, je veux pas retourner sur la Terre ou je m'en vais à l'éther direct, là. » Moi, personnellement, je ne fais pas partie de cette école de pensée-là. Du tout. Oui, je me considère avoir plus d'écoute, de sensibilité que bien des gens. Mais bon, c'est ce que j'ai à vivre, tout simplement. Mais je suis encore très, très loin de ce que Bernard de Montréal a pu être. Puis je te dirais aussi ce que Daniel Ménard a été au niveau du contact, là, de la fluidité puis de l'ouverture, la fluidité d'esprit, de la présence d'esprit de ces hommes-là. Là. Pas de comparaison, mais c'est sûr que j'ai pas la même chose à vivre. Ben, c'est ça, chaque individu est unique, là, c'est certain. Mais en même temps, si Bernard, comme il le prétendait, il était un initié, ben à ce moment-là, ça veut dire que... il initiait. Ouais. Il initiait les gens
dès que tu te collais sur lui, là, tu vivais une expérience. C'était automatique. Parce que son rôle, c'était ça, c'est de te ramener à toi. Fait que il en a mis du monde, là. Il en a brûlé, là, brûlé. Qui fait qu'à un moment donné, c'est peut-être une des raisons pourquoi il y avait moins de monde à la fin, là. Mais Parce qu'à un moment brûler, donné, il y en a qui ont pris ça personnel. ben, dans le sens, est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des épuisements personnels, des dépressions à son contact? Ben là, disons que ça se peut, là, ça ne serait pas surpris. Là, il y a du monde. J'ai une amie qui, quand elle a fait son séminaire, la première chose, elle avait super mal à la tête, puis elle a fait son séminaire sur une civière dans la salle. Là, fait que c'est sûr que techniquement, au niveau vibratoire, ça pouvait affecter des gens. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans des projets qui ont comme foiré. Là, Ben, surtout mais, si on parle de ton expérience à toi, parce que c'est quand même ton véhicule. Tu sais, si tu investi à peu près 5000 dollars dans l'un de ces projets, puis ça n'a rien donné, dans le sens que tu n'as pas eu le condominium. Je pense que c'était ça qui vendait avec Roche ouais, Sauvage, là. ouais, une part, là. Une part OK. pour partir le projet. C'est C'est ça, une belle maison, mais il fallait toi, que tu la payes. Mais bon, oui. c'est ça, mais toi, comment que tu as vécu ça? Tu sais, de perdre, c'était quand même 5000 dollars si on met ça en contexte dans les années 90, c'était quand même une grosse somme d'argent par rapport en dollars actualisés d'aujourd'hui, de 2019, là. Ouais, ben, disons que moi, mon vécu est un petit peu différent, là. Moi, je venais d'hériter quand je suis OK. arrivé dans Roche Sauvage. Fait que pour moi, ça a comme été facile, là. Puis c'est ce qui a permis, avec l'héritage que j'avais, de pouvoir travailler chez Zénor pendant 3 ans. Parce que techniquement, on était tous des travailleurs autonomes dans cette galère-là. Là. Puis, fait que moi, j'avais plutôt des choses à vivre à l'intérieur de Zénor, là, qui était aussi en soi une plateforme d'expérience plutôt crue. Là. Mais bon, c'est ça. C'était très. C'était quelque chose. Puis en fait, c'est un petit peu, je peux en profiter pour quand même rendre hommage à Donald Moses, qui, lui, dans tout ce groupement d'entreprises-là qu'il gérait, parce qu'il était comme placé par Bernard pour, en fait, diriger ça. Mhm. Bernard l'appelait comme tel la grid. Donald Moses, c'était la grid. C'était l'homme de main, on va dire, de Bernard, qui était comme le chef de l'armée, on va dire, bénévole que nous étions pour placer là, les bases de la micro-société à l'époque, parce qu'on s'entend que tout ça, ça n'existe plus, puis c'était juste des expériences. Là. Fait que, Mais autant... bénévole, est-ce que, dans le fond, Donald Moses puis toi, vous étiez payé? Non, ben moi, je n'étais pas payé, puis lui, oui, il était payé, parce qu'il y avait comme une structure d'entreprise là, qui faisait que chaque entreprise devait générer et une partie des profits des entreprises allait pour faire vivre la structure administrative de ce holding-là, OK. payer certaines secrétaires et Donald qui devait pas trop, en fait, être affecté financièrement pour pouvoir diriger toutes les entreprises, puis agir à titre de service conseil, puis de développer les entreprises. Puis aussi, souvent, il y avait le contact avec Bernard. Puis Bernard, lui, pour revenir à tantôt, lui, c'était comme, bon, ben là, on s'en va par là, puis on s'en va par là. Puis Donald, il avait beau dire, ah, OK, oui, ça a du bon sens, puis là, je comprends. Puis d'autres fois, il va dire, hey, ça n'a pas d'allure, Bernard, on ne veut pas aller là. Fait qu'il était comme le buffer entre les deux, entre le monde, puis Bernard. Puis Ouais, ben c'est sûr aussi, que si Bernard faisait à sa tête, puis c'était ben, Oui? ben, ça y prenait du monde. Bernard, lui, c'était un speaker. Là. C'était un président du conseil d'administration de l'époque. Là. Mhm. Fait que c'était pas lui qui allait faire les choses, c'était lui qui donnait les directions. Puis Donald, lui, c'était un être qui était très gentil, très charismatique, comme tu l'as apprécié dans tes entrevues. Mhm. Mais il y avait aussi à l'interne un autre côté qui était très mauvais. Dans le sens que si tu roulais un petit peu croche, là,
tu pouvais te le faire dire assez solide, merci. Puis si tu le pognais trop dans l'ego, ben, tu n'étais plus capable, il fallait que tu sortes parce que tu ne peux pas prendre ce genre de commentaires-là ou ce genre d'énergie-là. Moi, je sais pas, j'avais comme toujours été, ça me coulait comme sur le dos d'un canard où mes cheveux en haut bougeaient tellement qu'il y avait de l'énergie qui sortait de sa bouche, là. Mais ça me pognait pas dans l'ego. Fait que c'est une des raisons pourquoi je suis resté là pendant plusieurs années. Mais c'était quelqu'un comme ça, parce qu'il y avait plein de monde qui voulait se greffer à cette organisation-là, soit pour des raisons spirituelles, ou parce qu'il y avait plein de monde qui étaient des takers, qui voulaient prendre, jamais rien donner. Fait que Donald, c'était comme la grid, là, qu'il l'appelait, la personne qui faisait le screen, gardait la direction. Puis, à quelque part aussi, parce que quand Roche Sauvage s'est planté, ben, c'est aussi Donald, puis d'autres, là, Bernard Ferland, d'autres personnes qui étaient impliquées dans l'administration qui ont mangé les prunes, là, parce qu'il y avait du monde qui n'était pas content, effectivement, d'avoir perdu leur argent là-dedans. Puis que... Ben, c'est là que j'allais en venir. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait un recours collectif? Y a-t-il eu des poursuites? Non, ça a été très bien orchestré, probablement aussi très bien protégé pour pas que... Parce que les individus, c'était quand même assez intense, là, ce qu'ils avaient déjà à vivre, là. C'est sûr qu'avec le recul, moi, je n'étais pas là dans ce temps-là, mais je trouve ça un peu dommage de voir que en dehors de la salle de conférence, en voulant justement aller dans le concret, puis faire une micro-société, participer à des projets de construction dans d'autres pays, des projets financiers, que ça n'a pas puisse déboucher sur quelque chose de concret puis de viable à long terme. Donc, ça me donne l'impression que cette conscience-là, c'est plus une affaire de conférence ou d'écoute individuelle. Oui, c'est très individuel. Là. Je pense que ça peut se faire pour des générations. Encore, supposément qu'il y en a pour 2500 ans pour la prochaine race racine. Là. Daniel Ménard, lui, c'est clair que oui, il y a une certitude personnelle, mais c'est sûr qu'il va lui dans sa tête, c'est sûr qu'il va se réincarner, là, puis plus qu'une fois encore. Là. Mais quand il va se réincarner, puis tout le monde va se réincarner, ben on va se réincarner avec on va dire une conscience plus grande que celle qu'on s'est incarnée présentement. Donc, mais les énergies de la Terre vont changer aussi. Ça, c'est un autre aspect, parce que de ce que je comprenais de l'instruction de Bernard, tu me corrigeras, c'est qu'il expliquait que une fois que la fusion est faite, puis c'est comme, de ce que je comprenais, un mouvement irréversible, puis la personne ensuite, elle ne pouvait pas retourner en astral parce que sa psyché était modifiée d'une manière inaltérable. Ben, c'est-à-dire que l'astral là, est toujours là, c'est juste que tu pognes plus dedans, là, tu sais. Des fois, à un moment donné, fait que là, quand on donne plus de nourriture émotionnelle à l'astral, ben, elle peut plus se pogner. Dans un sens. Mais je veux dire, une fois que la personne est branchée de son vivant, là. Branché, là, c'est que ce qui arrive, c'est que oui, je comprends ce que tu veux dire, là, puis moi, je l'explique de la façon de. Il faut quasiment recadrer ça d'une autre façon. Mm-hmm. Mais oui, il y a un contact qui s'établit, mais qui se développe toujours de plus en plus grand. Fait que c'est sûr qu'on recule pas, mais de là à dire qu'on n'a plus d'astral, là, j'y crois pas. Là. Même Bernard, déjà pour s'incarner, ça prend de l'astral, puis il disait que lui, il était 70% fusionné. Puis ça, il prenait un 30%, sinon il n'était pas intéressé à être ici. Là. Il n'y a plus rien qui t'intéresse, il n'y a plus rien qui te tente. Puis, tu n'as plus le goût de rien. Ça prend une certaine forme d'incarnation, puis ça s'accompagne nécessairement d'astral. Mais l'astral, c'est qu'une plateforme ou une façon pour l'esprit de jouer avec tes énergies pour se densifier puis faire ce qu'elle a à faire pour que quelque chose se fasse au fil du temps. Là. L'astral, c'est pas néfaste. Là. Moi, c'est sûr que tu me verras jamais d'un spectacle de heavy metal. Là. Je suis pas capable. Là. Mais bon, excusez pas encore une fois pour que le monde qui triple là-dessus. Là, mais moi, disons que mes corps sont pas faits pour ça. Fait que c'est ça. À un moment donné, tu développes des corps subtils avec une sensibilité X, Y, Z qui fait que ta vie
ben, c'est peut-être moins pire que d'autres, là. Mais il y a toujours des règlements karmiques, là. C'est infini, l'âme, là. C'est infini. C'est ça, le but, c'est pas de perfectionner son âme, là. Le but, c'est de retrouver le contact avec son esprit ou que l'esprit retrouve son contact avec l'ego, mettre l'ego plus transparent pour qu'elle puisse se véhiculer dans des espaces plus denses comme une planète. Fait que oui, tu sais, encore une fois, là, je sais pas, là, tu regardes, comme je disais tantôt, j'avais comme entrouvert le fait que Bernard, ça n'avait pas nécessairement été un mari idéal. C'était beaucoup plus un initié qu'un mari. Fait que c'est sûr que, puis pour qu'un moment il décide en 84 de donner priorité à sa femme, c'est qu'il n'avait pas nécessairement donné priorité à 100%, on va dire, avant. Donc, à quelque part, il s'accumulait un certain karma. Puis, tu sais, c'est la même chose à tous les égards. Fait qu'on s'en accumule tout le temps du karma, là. C'est juste qu'il faut être capable de neutraliser puis de rebalancer les gens pour atténuer une certaine chose. Mais en même temps, si on prend karma dans le sens de mémoire associée au passé, si la personne est capable de détruire la mémoire à mesure, parce qu'elle est capable de canaliser l'esprit qui est au-delà de la mémoire, ben à ce moment-là, il n'y a pas une neutralisation instantanée associée à l'émission du feu vibratoire de la personne qui permet de s'en libérer? Ben oui, là, tu sais, disons que j'ai pas encore la sensibilité pour mesurer tout ça, mais ce que moi je peux dire de mon expérience à moi, c'est que beaucoup de pensées ou de choses que je vis que j'ai pas réussi à neutraliser ou, dans mon cas, à enlever l'émotivité de tout ça parce que je suis une personne sous le signe du cancer, donc un signe d'eau, donc l'émotion en veux-tu. Il y en a, je suis toujours en train de me neutraliser, de me désémotiver de certaines situations. Mais tout ce que je ne réussis pas à gérer, là, ben, mon cerveau, lui, ce qu'il va faire pour s'en débarrasser, c'est qu'il va soigner ces énergies-là dans mon corps. Puis là, ben, à un moment donné, je vais avoir mal à un pied, je vais avoir mal au dos, dans le bas du dos, ben, je me fais de la pression. Fait que, à quelque part, si je n'ai pas réussi, de par mes actions et ma lecture, de neutraliser un événement, ben, ça va se garrocher dans mon corps. Puis là, ben, est-ce que je peux avoir inconsciemment? Fait que je ne sais pas là, jusqu'à quel point que on peut là, être vibratoirement assez élevé pour neutraliser un karma, là. Puis en fait, tu sais, souvent ce qu'on vit, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres, là. Des fois, c'est comme je te disais, comme on disait tantôt, la vie, c'est pas de nos affaires. Puis des fois, on vit des affaires, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre, là, tu sais. Mais justement, ça m'amène à te parler de quelque chose. Il y a déjà une personne qui me dit que Bernard a été malade pendant plusieurs années et qui a apparu publiquement aux conférences malade, puis que ça a été voulu par les plans parce que ça servait aux gens à arrêter de mettre Bernard sur un piédestal puis s'imaginer qu'il était immortel puis qu'il ne pouvait pas être atteint par la maladie. Oui, oui, définitivement. Moi-même, j'avoue, comme bien des gens, je suis sûr, dans cette époque-là, là, pour te dire comment c'était spirituel, moi, j'ai déjà pensé qu'il ne mourrait pas puis qu'il changerait de plan. Mais moi, je trouve ça, comment dire, là, j'essaie de penser aujourd'hui comment il aurait pu faire ça, puis je me pose la question comment que ça serait possible. Là, c'est un peu... on flyait à cette époque-là. Là, ben, quoique, comme il disait, si la pensée peut faire agir la matière, ben, à ce moment-là, la décorporation physique serait envisageable, c'est-à-dire que la volonté de l'individu conscient d'agir sur la matérialité biologique de son corps planétaire. Ouais. Mais on n'est pas rendu là, je pense, c'est au sûr. niveau planétaire, puis les énergies non plus ne sont pas encore arrivées pour permettre ce genre de choses, là, tu sais. Puis, ça me rappelle une autre anecdote. Dans le temps de Roche Sauvage, là, il y avait, les autres, il n'y avait rien à faire le soir, puis il y avait du monde qui avait une fille qui avait vu un genre de silhouette d'extraterrestre, puis là, elle l'avait dessinée.
Mhm. Il était au bout du quai, puis quand tu avais dessiné, c'était comme un genre de Robocop là, de 6-7 pieds. Puis ça avait comme tellement fait une balloune là, que là, il s'assoyait sur la plage, puis là, il pensait tout fort, fort, fort qu'il appelait les extraterrestres, là, tu sais. Fait que là, ils ont appelé Bernard, puis on dit, tu sais, ils ont conté cette histoire-là. Puis là, Bernard est allé, puis du jour au lendemain, ça a été terminé. Les extraterrestres, là, ils ont plus du tout fait sentir leur présence. Eux autres, ils pensaient même plus à ce genre de choses-là, parce que c'était pas le temps de ça. Mais encore là, c'est des histoires pour les gens de cette époque-là, tu sais. Moi, je n'étais pas là, mais c'est peut-être une 10-12 personnes qui avaient ça à vivre. Puis ça faisait partie de la balloune que tout le monde vivait à cette époque-là, qui faisait que le Zénard, puis Roche Sauvage, puis tout ça, ça faisait que le monde s'impliquait dans les compagnies, puis le monde vivait des choses ensemble, puis ça faisait de l'échange, puis là-dedans, le monde se brûlait. Puis, Ouais, ça ben, ils faisait brûlaient la en sorte que naïveté de tout le leur monde âme. Pardon? Ils brûlaient la naïveté de leur âme. Exactement. Ça faisait très, très bien ce que ça l'avait à faire. C'était ça pour ça. Puis, à quelque part, on ne peut pas nécessairement vouloir ça, là, tu sais. Bernard n'aurait jamais voulu ça si on prend l'humain pour ça, là, tu sais, il y avait... on ne peut pas vouloir du mal au monde, là, tu sais, ou que le monde souffre, là. Fait que, dans un sens, il vivait sa part de manipulation lui-même. Exact. Fait que c'est pas nécessairement mal d'être manipulé là, ou d'être astralisé. Ce qui est important, c'est la lecture qu'on en fait après des événements, de voir qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a fait vivre, qu'est-ce que ça nous a appris, comment que ça nous situe dans notre présent dans notre échange avec les autres. Là. Bon, oui, c'est sûr que ça peut faire évoluer les gens au niveau de l'expérience. Dans ce sens-là. Définitivement. Oui. Ben, c'était tout pour ça. Ça, c'est clair. Puis, c'est ça. C'est sûr que c'était un petit peu, quand même, on va dire, froid, là, tu sais. Comme Pierrette m'avait dit, elle, il faut aussi se fier à l'intelligence de notre cœur. Il n'y a pas juste l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du mental. Là, c'est aussi, il faut se reconnecter à notre cœur, à ce qu'on est en tant qu'humain. Mais ça, l'intelligence du cœur, c'est parce que souvent ce qui arrive, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, j'ai aucun problème, mais c'est souvent associé à la haute spiritualité, puis à l'âme. Puis tu sais, les gens qui vivent beaucoup au cœur, c'est dans l'aspect chaleureux, puis il y a quelque chose de très subjectif là-dedans, puis d'englobant, puis un peu, tu sais, gnangnan ou lunettes roses, là. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est une question de respecter les gens, de respecter où c'est qu'ils s'en ont rendu, là, tu sais. À un moment donné, moi, il y avait quelqu'un qui m'énervait dans ma vie, puis Daniel, il m'a dit, cette personne-là, qu'est-ce que tu veux, elle est limitée, tu ne peux pas y en demander plus, elle ne comprend même pas ce qu'elle vit ou ce qu'elle fait vivre. Fait que ça ne donne rien de capoter dessus, là. Mm-hmm. Cette personne-là est limitée dans cet aspect-là. Qu'elle ne peut pas échanger avec toi en ce moment. Fait que, mais il y avait comme une certaine froideur là, dans Bernard aussi. Puis, le monde, il disait, il ne faut pas casser, il ne faut pas plier. Puis, Bernard, il est fret. Puis, quand il se dépersonnalisait, l'esprit, c'est une intelligence qui est très froide, sans émotion. Mm-hmm. Fait qu'à quelque part, ça, c'est assez étranger à notre réalité actuelle. Puis à quelque part, si on se déconnecte trop de ça, ben là, dans un sens, je reprends l'exemple que tu as donné tantôt avec ton ex-conjointe. Si tu avais eu une plus grande sensibilité dans sa réalité, puis ça serait passé autrement.
Mais là, je te lance pas une pierre. Là, je prends juste cet exemple-là. Moi, je pourrais t'en nommer sûrement plein d'exemples dans ma vie du même genre. Non, c'est vrai. C'est sûr que j'aurais pas eu à me réajuster par la suite. Mais Mm. ça faisait partie de mon expérience. Mais c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, c'est intéressant d'explorer le fait que Bernard, ce qu'il véhicule, c'est très froid. C'est sûr que si on se déconnecte d'un aspect humain plus émotionnel, d'une manière prématurée, si on veut suivre le mouvement de Bernard, ben là, on est dans une attitude psychologique de se couper les émotions alors qu'on n'est pas nécessairement prêt à fonctionner comme ça. Fait que c'est comme prématuré, puis ça va créer des problèmes, là. Effectivement, très juste, là. C'est comme si, de toute façon, c'est une façon quand on est trop frette, de vouloir contrôler le mouvement alors qu'on ne contrôle rien, puis on est des bébites émotionnelles, là, avec l'émotion qui fait partie de notre vie, là, qui peut, si bien gérée, être très agréable, là, parce qu'on ne possède pas encore non plus là, la science là, de notre corps. Là. Parce que moi, ce que je remarquais dans les trois personnages centraux, là, Daniel, Bernard et Donald, c'est trois individus qui n'avaient aucune espèce d'idée, aucune espèce de conscience de leur corps. Là. Aucune espèce de conscience. C'était des gens c'était secondaire pour eux. Fait que je peux comprendre que c'était secondaire parce que le message qu'il y avait à vivre ou à faire passer exigeait une prépondérance du mental dans leur vie. Ben, attends une minute, aucune conscience de leur corps. Je veux dire, Bernard s'habille avec des habits de luxe. Je veux dire, il devait avoir... Non, je te parle de la santé. La santé, okay. Excuse-moi, de leur santé. C'est de leur santé okay. de corps, là. Tu sais, Bernard, ça fumait là, comme une cheminée, une après l'autre. S'il y en a qui fument, qui peuvent écouter ça, qui peuvent dire, ben non, fumer, c'est pas si pire, là, mais je te parle d'une généralité, là. C'est trois êtres qui sont morts quand même très jeunes, oui. dans la soixantaine, alors que la moyenne de vie, c'est dans les 80. Quoique Donald, c'est 77 ans. Là. Donald Moses, c'est quand même pas si pire, c'est 77 ans. Oui, c'est vrai. Mais Donald, pour l'avoir vu, il prenait une piqûre, puis après, il servait une grosse assiette de tarte au sucre, tu sais. Il faisait de la goutte, puis lui, la santé, c'était vraiment... mais c'était quand même quelqu'un qui était très fort physiquement. Là. C'était la baraque, là, comparé aux deux autres, peut-être. Là. Bernard, qui était fait sur un frame de chat, puis... Daniel Ménard qui était, on va dire, un petit peu plus gros, pas obèse, là, mais bon. Tout ça pour dire que moi, personnellement, dans ma réalité à moi, comme je te disais, il y a la question aussi de descendre l'énergie pour que ça soit aussi géré harmonieusement dans le corps, là, tu sais. Que ça soit en harmonie, puis qu'on ne s'amène pas à vivre une plus grande conscience du corps, qui fait que de même utiliser le corps comme instrument de conscience, parce que souvent, des fois, on peut vivre des choses, puis c'est seulement en s'apercevant qu'on a une tension à quelque part qu'on s'aperçoit finalement que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas nécessairement harmonieux pour nous. Puis le corps, ça ment pas, ça, là. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Oui. Donc, il y a encore beaucoup de choses dans la conscience supramentale à développer que ces trois personnages-là n'ont pas vraiment abordé. Là. En ce qui me concerne, Daniel a parlé d'astrologie là, et la santé, mais lui, il disait que la santé, il s'en balançait, il dit ça, c'est leur job qui s'occupe de ça. Eux autres, moi, je ne m'occupe pas de ça. Fait que moi, ça ne fit pas avec moi, cette phrase-là. Je comprends qu'il y en a qui ont des situations karmiques de maladie. Puis ça fait partie de gérer tout ça là-dedans. Mais je pense que ça prend une conscience corporelle de qui on est. C'est comme un autre genre de sensibilité. Oui, puis après tout, si la conscience supramentale est intégrale, ben ça doit intégrer la dimension physique. Oui, définitivement. Faut que ça soit en harmonie. Là, si
C'est ça, parce que c'est pas, on est supposé, semblerait-il, vivre jusqu'à 150 ans, là, techniquement, puis on le fait pas. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part là, qui est pas intégré, là. Non, exactement, mais c'est sûr que les propos que tu tiens présentement vont sans doute plaire à mon ami Olivier qui est entraîneur. Puis lui me ramène souvent à la conscience du corps, c'est-à-dire être présent à mon corps quand que je fais des mouvements au niveau physique, en salle. Tu sais, ça peut être des étirements, soulever des poids et haltères. C'est sûr que la question physique, en tout cas en ce qui me concerne, ça me rejoint beaucoup dans le sens que ben, moi, je fume pas la cigarette. Avec le temps, ben là, je suis plus dans le végétarisme parce que là, je mangeais de la viande rouge, puis j'avais mal au ventre, puis tu sais, je passe mes journées devant un ordi, fait que je suis pas. C'est comme illogique, là, tu sais, de prendre autant de calories, puis on n'a pas le même style de vie que nos ancêtres, tu sais. Non, moi, j'ai été cru, j'ai fait l'alimentation crue là, pendant 9 mois. OK. Puis, ça, en fait, c'est de manger des légumes, des salades, des smoothies, ce genre de choses-là. Puis, ce que j'avais remarqué, c'était que j'avais plein de challenges émotionnels qui étaient complètement disparus. Fait que je voyais beaucoup plus clair dans mon jeu de cartes personnel. Puis, je pouvais agir beaucoup plus ride on. Tandis que si je me nourrissais moins bien, comme en ce moment, même si moi non plus, je mange pas de viande rouge vraiment, euh, ça me crée d'autres conditions évolutives qui me font vivre d'autres affaires qui sont toutes correctes aussi. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, cette clarté-là, c'est comme un coup de pouce que tu te donnes là, pour voir plus clair dans ton jeu parce que le but, là, c'est d'avoir une certaine paix. Là. Comme disait Bernard, le but, c'est pas d'être heureux, c'est d'être bien dans sa peau. Exactement, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, quand que je mangeais du steak, là, tu sais, le gros steak rouge, ça me prenait beaucoup d'énergie pour le processus de digestion. Puis ça me créait une tension énergétique aussi au niveau du ventre. C'est comme si j'absorbais la souffrance de l'animal au moment de sa mort, là. Moi, j'avais une certaine sensibilité qui allait dans ce sens-là, tandis que quand que je mange végétarien, je vais manger des pois chiches, des lentilles, j'ai pas cette lourdeur-là énergétique au niveau de l'estomac. Ouais. Mais là-dessus, Bernard, c'est vrai. Mais Bernard, il avait dit que, parce que la question, il avait déjà été posée, puis il avait dit effectivement, tant qu'il n'y a pas d'intention, là, de tuer, ben là, c'est comme pas nécessairement grave ou karmique, là, tu sais. C'est pas parce qu'on a mangé de la viande toute notre vie qu'on va se retrouver une vache dans la prochaine vie, là, comme certains, certains peuples l'avaient pensé, là. Mais c'est ça. Fait que c'est tant qu'il n'y a pas d'intention. Mais comme dit Bernard, lui, il n'aurait pas pu être chasseur. Puis moi non plus, d'ailleurs. J'aurais trouvé ça trop triste. Bon, ben moi non plus, tu sais, dans le fond, quelqu'un qui est sensible, il va plus capter la souffrance de l'animal, son niveau d'empathie devient plus grand. Fait qu'à ce Mm. moment-là, ça devient plus difficilement tolérable de voir un être humain, pas un être humain, mais un être vivant souffrir, là. Mm. Puis encore une fois, c'est très individuel, là. Sinon, pour ce qui est de toutes ces années que tu as fréquenté Bernard en conférence, aussi avec ton séminaire, puis ta participation aussi au projet de Zénar, est-ce que il y a quelque chose de particulier qui se dégage de toutes ces expériences-là que tu as vécues au fil du temps que tu voudrais nous partager en conclusion? Moi, personnellement, ce que j'en retire, c'est peut-être que ça pourra faire l'objet d'une autre entrevue, Mhm. mais c'est avec Daniel Ménard, finalement, que tout s'est relancé parce que j'avais comme, on va dire, subi, j'étais comme dans la vague, dans toutes ces, euh, ces expériences-là. Là. C'était une grande époque avec toutes ces ballons-là qu'on a vécues. Fait que c'est sûr que ça nous rapproche beaucoup de nous-mêmes. C'est pas mal. Je sais pas comment ça se fait qu'on était loin de même de nous autres. Là. Mhm. Euh, mais c'est par là que ça commence. Là. C'est beaucoup de reprendre, on va dire, un certain
une individualité. Mais moi, ce que je capte en lien avec ce que tu dis, c'est que finalement, les expériences que tu as vécues auprès de Bernard, Daniel Ménard et compagnie, c'est que ça t'a ramené à toi-même pour favoriser ton évolution individuelle. Oui, oui, ben, dans l'échange avec les autres, mais dans l'échange avec les autres, là, je suis un petit peu plus ou beaucoup plus conscient de tous les enjeux, de toutes les dynamiques. Avant, je les subissais beaucoup plus. Maintenant, je les vois venir, puis je suis capable de gérer ma vie beaucoup plus harmonieusement. Euh, mais c'est ça, c'était comme fait pour vivre ça, là. Quand je regarde les gens qui sont encore amers de certaines périodes dans cette vie-là, moi, j'ai aucune amertume de quoi que ce soit, là. Je suis toujours content de voir tout le monde, puis je comprends le rôle qu'ils avaient à jouer à cette époque-là, puis eux autres même étaient manipulés là-dedans pour vivre ce qu'ils avaient à vivre, puis faire vivre ce qu'ils avaient à faire vivre aux autres, là. Fait que j'espère que j'ai pu, dans cet entretien, vous faire sentir un peu quel genre d'ambiance on pouvait vivre. Oui, certainement. Encore là, aujourd'hui, il y a d'autres, ça se transforme. Là. La société se redéfinit. Puis tant qu'on peut vivre une certaine forme d'intensité, puis de passion dans ce qu'on vit, on peut vivre sensiblement là, les mêmes états qu'on pouvait vivre à cette époque-là avec des êtres extrêmement intenses comme ces trois personnages-là. Oui, exactement. C'est très bien dit, Jean-Charles. Puis écoute, ben, je te remercie encore une fois là, du temps que tu m'as consacré aujourd'hui là, pour participer à cet entretien. Ça fait plaisir, mon cher. J'espère qu'on se reprendra. Puis j'espère que les gens aussi ont eu le même plaisir que toi et moi. Exactement. Donc, à bientôt. À bientôt. Bye bye.